Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, sans transition, notre invité est avec nous, c'est le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, qui est avec nous pour réagir à l'interview d'Emmanuel Macron hier sur l'Ukraine. Et si vous souhaitez d'ailleurs nous joindre et réagir, vous pouvez nous appeler au 0626 300 300. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview d'Emmanuel Macron qui explique que tout est possible, hein. Il redit qu'il n'y a pas vraiment de ligne rouge, que l'ambiguïté stratégique, ça veut dire que on peut aller jusqu'au bout. Mais alors, c'est quoi le bout ? Alors, d'abord, j'ai pensé que c'était un exercice qui était très compliqué. Et il devait à la fois clarifier sa pensée qui avait été obscurcie par un certain nombre de petits mots que l'on connaît. Il devait clarifier et justement en même temps rester dans l'ambiguïté. On en parlera. Il devait aussi rassurer les Français, mais en même temps le faire comprendre qu'il y avait une véritable menace qu'il a qualifiée d'existentielle. Peut-être en parlera-t-on. Et puis ensuite, il ne s'exprimait pas que devant les Français. Il avait 3 audiences, 3 auditoires. La première était les Français, mais à part égale, c'était l'Europe. Et à part égale encore, c'était le cerveau de Monsieur Poutine. Donc on voit que l'exercice était compliqué. Moi, je trouve personnellement que l'exercice a été réussi. On trouvera évidemment toujours quelques esprits chagrins pour dire qu'il en a fait trop ou pas assez. Mais je crois que globalement, c'est bien. Alors, on n'est pas au bout de la démarche. C'est quelque chose qui se construit pas à pas. Mais je crois qu'il était nécessaire de se livrer à cet exercice et je pense qu'il a été fort utile. Oui, mais quand il dit « il n'y aura pas de paix durable sans souveraineté, sans retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, y compris la Crimée ». Oui. Alors moi je crois on n'en est pas là. Ce que je veux dire, il faut aller point à point. Quel est le problème aujourd'hui ? C'est comme il l'a dit fort justement, empêcher la Russie de gagner sa guerre d'agression sous parapluie nucléaire. Aujourd'hui, il ne peut pas tenir d'autres discours politiquement et vis-à-vis de l'Europe s'il veut la réunir que de dire il faudra revenir aux frontières de 91. Que ferons-nous quand la question se posera ? Nous n'en savons rien. Mais j'ai dit qu'il parlait à l'Europe, et pour réunir l'Europe, il ne peut pas avoir d'autre discours que de s'en tenir au plan de paix de Zelensky. Ensuite, on verra. Nous ne sommes pas au moment de la négociation. Cette guerre aura une sortie politique ou elle n'en aura pas. Donc, il faudra négocier. Nous n'en sommes pas là. Le point aujourd'hui, c'est de rassembler l'Europe. S'il avait dit autre chose, il repartait dans une polémique terrible qui aurait été contre-productive. Il dit ça parce qu'il est président de la République française et qu'on est une nation avec l'arme nucléaire. Et donc, c'est le seul qui peut le dire, avec peut-être les Britanniques. On a vu le rôle de Boris Johnson aussi dans l'escalade. Ou il dit ça parce qu'il y a les élections européennes de juin. Non, alors on peut... Évidemment, il a ses élections européennes dans la tête, mais je crois qu'il a d'abord fait son travail de président français, et son travail, c'était d'expliquer qu'il y avait un danger, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe, pour la France, pour les Bretons, pour les Normands, pour les Alsaciens, etc., qu'il y avait un véritable danger. Donc il les a réveillés. Et il a fait son travail, il est aussi chef des armées, je vous le rappelle, il a un devoir vis-à-vis des armées, il a un rôle très important dans le rapport entre la nation et son armée. Je crois que majoritairement, il a fait ce qu'il avait à faire. Et vous avez vu qu'il n'a pas lui-même mentionné d'ailleurs de parti particulier. C'est les journalistes qu'il interviewait qui l'ont amené sur ce plan-là. Lui-même n'y est pas allé. Qu'il ait eu ça en fond de tableau, c'est très probable. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas laisser la Russie gagner et d'avoir... Enfin, il y a eu cette phrase lunaire où il expliquait aux journalistes, vous êtes assis, vous êtes debout, vous avez l'éventualité de vous lever, donc on peut le faire. Donc en gros, envoyer des troupes, c'est faisable, des troupes combattantes. Alors, moi, je pense, si vous voulez, que dans son discours, que personnellement j'ai apprécié, je pense que la partie la plus faible, la plus mauvaise et inutile, c'était ça. Ouais. Son affaire qui était vraiment pas démonstrative. Non, qui n'était pas une démonstration, qui n'était pas bonne. Ouais. Voilà. Alors, ensuite, tout à l'heure, vous parliez d'ambiguïté stratégique. Quel est le problème du stratège ? Le problème du stratège, c'est toujours le même. C'est de rendre complexe le calcul stratégique de l'autre. Il faut que l'autre ne sache jamais exactement ce qu'il peut risquer. À votre enfant, vous lui dites « fais ça ou ça va mal se passer »,
il sait pas, hein, donc il craint. Si vous lui dites, ok, ne fais pas ça ou tu n'auras pas de dessert, il va évaluer entre le manque de dessert et puis la proie immédiate. Donc le réflexion stratégique suppose que l'autre ne sache pas. Je dois enlever la liberté d'action à l'autre. À partir du moment où il sait jusqu'où il peut aller, alors il connaît exactement son espace de liberté et il faut lui enlever. Donc l'idée d'ambiguïté stratégique est une idée fondamentale, que vous soyez en stratégie conventionnelle, mais encore plus évidemment en stratégie nucléaire. Parce que là, la question se pose, pensez-vous que je suis véritablement capable de sacrifier Paris pour détruire Moscou? C'est la vraie problème. Et donc, il y a une ambiguïté et il faut la maintenir. Et vous aurez noté que tout au long de son intervention, il n'a pas défini véritablement ce que sont les intérêts vitaux de la France. Non. Et il a eu raison de ne pas le faire. C'est tout à fait important. Et il n'a pas voulu désigner l'autre comme l'ennemi, mais comme l'adversaire, parce qu'il veut conserver des marges de manœuvre. C'est le b.a.-ba de la démarche stratégique. Et ça, c'est donc vous êtes pour cette stratégie de l'ambiguïté stratégique, hein, donc de dire à Poutine, attention, on ne veut pas vous dire jusqu'où on va, mais à un moment, est-ce que c'est pas justement du fait de l'adversaire de dire je vais provoquer pour voir finalement jusqu'où vous êtes prêt à aller, et est-ce que c'est pas tendre la perche à une certaine escalade? Alors, moi je crois que c'est exactement l'inverse, si vous voulez. C'est exactement l'inverse. Moi je suis professeur de stratégie, et la première chose que je conseille, c'est ne dites pas exactement, l'autre ne saura pas. Vous conservez de la liberté d'action. Vous savez, le jeu stratégique, il est toujours basé sur des hypothèses. Mais c'est pour ça qu'il faut être fort et qu'il faut être ferme. Et c'est pour ça que l'Europe n'est pas dans une situation absolument extraordinaire, parce que le président Trump a lancé, non pas une ambiguïté, mais une certitude. Il a dit, je ne viendrai pas vous défendre. Il a décrédibilisé totalement l'OTAN. Et lui, en mettant cette ligne rouge-là, alors il a affaibli. Et je rappelle que c'est en disant exactement ce qu'il ne voulait pas faire, le président Biden, au début du mois de février 2022, il dit, quoi qu'il arrive, mes troupes n'interviendront pas. Alors il donne un blanc-seing. Poutine a compris que là, il a une liberté d'action. S'il ne l'avait pas dit, il ne l'aurait jamais su, et peut-être ne se serait-il jamais lancé. Poutine avait dit que c'était une ligne rouge si les Américains se retrouvaient sur le sol en armée co-belligérante. Là, c'était une ligne rouge à pas dépasser. Voilà, mais d'accord. À partir du moment où Biden dit, quoi qu'il arrive, je n'interviendrai pas, alors Poutine, il dit, je peux aller jusqu'à Kiev. Et donc il croit à ce moment-là qu'il peut y aller. S'il avait dit, je vais avoir immédiatement une riposte massive de l'OTAN, il aurait probablement hésité. Donc, en stratégie, je ne dis pas, je laisse l'autre deviner, et je montre une fermeté, une capacité de puissance et de rétorsion. C'est ça la stratégie. C'est vrai dans les négociations dans les entreprises, et c'est vrai dans les négociations ou dans les dialogues entre États stratégiques. Alors on a avec nous un auditeur Dust de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux invités, bonjour à toute l'équipe. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est que sachant que l'armée russe patine depuis des mois sur le front du Donbass, que pour prendre 2 bleds comme Avdiivka et Barmout, ils ont mis des semaines et des semaines de combat, ils ont eu des pertes énormes. Sachant que l'armée russe, elle est un peu en déroute, il n'y a pas de sous-officiers, donc pas d'efficacité. Je me demande même si quelque part il y a des stratèges, parce que souvent, quand on observe les combats, c'est un peu n'importe quoi. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que nous, Européens, on puisse croire que, une fois qu'il aura pris l'Ukraine, il va rentrer en Europe, et 2, quelle volonté il aurait de déclencher cette guerre mondiale, puisque lui, dans son projet personnel, c'est rétablir la Grande Russie. Alors effectivement, les 3 républiques du Nord ils vont se faire manger vite fait, et la Moldavie sûrement aussi. Mais c'est pas rien. Vous venez de dire en gros que globalement les pays baltes et la Moldavie pourraient y passer, hop, l'air de rien. C'est quand même. Oui, mais il n'a pas les moyens d'aller plus loin. Alors est-ce qu'il n'a pas les moyens? Justement. Alors on va laisser notre invité répondre, général. Est-ce qu'il en a les moyens ou pas? D'accord. Je vais répondre. Alors ce qui vient d'être dit, et merci de poser ces questions qui sont tout à fait intéressantes et qui correspondent à de vraies préoccupations. D'abord, le fait de dire il ne veut pas la Troisième Guerre mondiale. Non, évidemment, il la veut pas, parce qu'il aurait tout perdu. Et donc, mais il faut laisser croire que c'est possible. Si nous, on laisse croire que c'est possible, si on dit non, quoi qu'il arrive, nous, on se battra pas, alors il sait que ça n'arrivera pas, et donc il a toute liberté pour aller plus loin.
Donc il faut, là encore, on voit bien la nécessité de laisser peser l'ambiguïté. Alors j'imagine que votre correspondant est bien informé, mais néanmoins ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'armée russe a mis beaucoup de temps. Il y a eu 2 phases, si vous voulez. Il y a une première année pendant laquelle l'armée russe a reculé et a perdu. Il y a une deuxième phase pendant laquelle elle s'est arrêtée, elle s'est installée en défensive et elle a relancé sa machine de guerre et sa machine d'industrie de guerre. Et aujourd'hui, elle est dans le mouvement en avant. Et tous les jours, elle conquiert du terrain ukrainien. Aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le croire, mais il faut le savoir, aucun connaisseur au monde ne peut affirmer que les troupes de Poutine ne seront pas à Kiev au mois d'août et à Lviv, sur la frontière polonaise, au mois de septembre. C'est possible. Vous savez, la guerre, ça n'est pas juste on avance un peu, on recule un peu. Regardons cette terrible défaite de 1940. La guerre s'est jouée en 3 heures le 13 mai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une percée, eh bien, il y a eu un écroulement du système militaire français qui a entraîné la défaite. Et donc, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est cette percée. Et nous savons que les Ukrainiens, hélas, ne disposent d'aucune masse de manœuvre. Comme nous n'avions pas nous-mêmes en 40 capables d'arrêter une troupe russe, puissante qui aurait percé. Donc, on a une conclusion claire. Il faut aujourd'hui impérativement et tout de suite aider les Ukrainiens à tenir sur cette ligne. Il faut aider tout de suite. Il y a le feu au lac parce que si jamais l'armée russe perd et gagne et perce, alors les conséquences seraient tout à fait graves pour l'Ukraine bien sûr, mais je le crois profondément pour l'Europe elle-même. On en parle dans un instant avec vous, Général Vincent Desportes. Merci d'avoir appelé. À tout de suite dans Poulain sans réserve pour continuer de parler de cette stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on continue notre entretien avec le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, sur la stratégie de la France vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi les réalités sur le terrain. Aujourd'hui, hier, dans son interview, Emmanuel Macron disait que l'Ukraine était en difficulté. C'est une des premières fois qu'on entend ces termes-là, en disant qu'on manque à la fois d'hommes, mais aussi de moyens, puisque les partenaires européens n'ont pas été à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire sur la réalité du front en Ukraine, cette situation des troupes ukrainiennes ? Bien, je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs phases dans cette guerre, et aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont passés à l'offensive et qui ont l'avantage du nombre de matériel, du nombre d'avions, du nombre de soldats, etc. Donc l'avantage est clairement du côté russe. Quelle est la difficulté ? C'est que les Ukrainiens, à mon sens, sont partis dans une contre-offensive qu'ils n'avaient, et je l'ai dit, aucune chance de remporter parce qu'il leur manquait du matériel, et en particulier les avions. Le président Zelensky l'avait dit avant, en avril 23, si nous n'avons pas d'avion, nous ne gagnerons pas. Malgré tout, il lance son offensive. Donc il la lance, elle échoue. Et donc, aujourd'hui, là, quand vous avez subi cet échec-là, maintenant les Russes sont repartis en avant, ont l'avantage du nombre. Et il est à craindre que le front ukrainien soit percé. Et aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, il y a le feu au lac. Et que si le front ukrainien est percé, eh bien, comme je le disais, il est possible que les troupes... C'est le basculement de la guerre. Un bascule total. Vous savez, la guerre, elle se fait par grande bascule. Il y a des périodes où on avance à peine, etc. Et puis tout d'un coup, on avance. Rappelez-vous l'armée russe. Elle s'est accrochée à Kiev pendant un mois ou quelque chose comme ça en février-mars 2022. Et ensuite, elle a décroché brutalement. La guerre, elle est comme ça, des périodes de stabilité, on voit pas trop ce qui se passe, mais les choses se cristallisent, et puis tout d'un coup, on a un grand mouvement en avant. Qu'est-ce qu'il y a entre le front d'aujourd'hui et Kiev? Rien, c'est des champs plats, c'est des champs d'agriculture, il y a aucun obstacle sérieux. Si, me diriez-vous, au nord, il y a quand même le Dniepr qui est toujours là. Mais au fond, cette percée pourrait être effectivement brutale. C'est pour ça que nous, Européens, devons bien comprendre que notre propre sécurité, elle se joue là, actuellement, sur ce front-là, notre liberté, nos valeurs, et qu'il faut absolument, rapidement, et le plus vite possible, aider les Ukrainiens à faire quoi? Non pas à contre-attaquer, non.
mais à faire eux-mêmes une ligne Souro-Viking, c'est-à-dire une ligne de défense dans la profondeur, celle qui a permis aux Russes de tenir et d'attendre pendant 1 an le temps de se reconstituer. Et la manœuvre, elle est bien là. Il faut que les Ukrainiens s'arrêtent et ensuite prennent le temps de reconstituer une masse de manœuvres qui serait capable éventuellement en 2025 de relancer une manœuvre de contre-attaque. On sera dans d'autres conditions, on verra, mais on a bien une manœuvre en 2 temps, arrêtée, et ensuite voir ce qu'on fait. Mais donc là, il faut part pour le temps long, une guerre qui va se prolonger en réalité. Rien, sauf, non, elle peut s'arrêter demain. Elle peut s'arrêter demain ou au mois d'août si les troupes russes arrivent à Kiev. C'est possible, mais justement, évidemment, il ne le faut pas. Et donc nous avons intérêt à avoir une guerre, c'est terrible à dire, mais qui dure au moins jusqu'en 2025, bien sûr. C'est terrible. Samy, un auditeur est avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Général. J'ai une question à vous poser concernant l'armée française. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de repousser l'armée russe? Et est-ce que franchement c'est utile quoi de s'engouffrer dans une guerre qui est clairement pas la nôtre, surtout vu l'économie actuelle de la France et tous les problèmes qu'on a en France interne? Alors, général, est-ce que c'est pas notre guerre et est-ce que l'armée française est à la hauteur? Je crois que c'est notre guerre. On peut le penser autrement, mais je crois que c'est notre guerre, que c'est notre liberté, que c'est notre façon de vivre. Les Américains disent freedom is not free. Nous, on pourrait traduire par la liberté a un prix. Et à un moment donné, ce prix-là, il faut le payer. Alors, est-ce que l'armée française est capable d'arrêter l'armée russe? La réponse est non. Et c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Et pourquoi elle n'en est pas capable? Parce que les citoyens français, depuis 25 ans, ont demandé à leur armée d'être uniquement capable de conduire des petites opérations à l'extérieur du territoire. Et donc nous avons un modèle de force qui est constitué pour un autre environnement stratégique. Donc aujourd'hui, non, nous n'en sommes pas capables. Mais il ne s'agit pas de nous. Nous sommes dans une alliance. Cette alliance, elle s'appelle l'OTAN, qui a été stupidement fragilisée par le candidat Trump, mais elle s'appelle l'Europe. Mais au niveau européen, évidemment, nous avons les moyens. Ça n'est pas une affaire de finance. Le PIB de l'Europe est environ 4 fois supérieur au PIB russe. Les dépenses européennes de défense sont 3 à 4 fois supérieures aux dépenses de défense russes. Donc c'est un problème d'organisation, d'établissement de la cohérence, et c'est surtout un problème de volonté de s'unir et de reconstituer une dissuasion conventionnelle capable d'arrêter Poutine. Mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas responsable quand il disait que l'OTAN est en mort cérébrale à l'époque où Trump était président, justement? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la part des leaders européens, alors qu'une fenêtre de tir était ouverte pour se constituer en tant que défense européenne, une volonté de rien faire pour rester sous le parapluie américain? Vous avez parfaitement raison. Alors moi j'ai une analyse perpendiculaire à la vôtre, orthogonale à la vôtre. Je pense que le président Macron a eu raison de dire que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Je vous rappelle que les Américains ont lâché les troupes françaises en rase campagne au nord de l'Irak. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on est dans l'affaire de l'AUKUS où les Américains et les Anglais nous lâchent pour aller soutenir l'Australie. Voilà, on est à un moment peu de temps après, où les Américains vont lâcher encore la coalition, et c'est Trump qui l'aura fait en Afghanistan. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait, le président Macron? Comme d'habitude, un peu avec sa façon de mettre les pieds dans le plat, il a posé une question dont chacun se souvient. Et oui, qui a fait revivre l'OTAN? Dans un premier temps, c'est évidemment le président Poutine, qui l'a détruit par ailleurs derrière. C'est le candidat Trump. Et oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ont cru qu'il suffisait de confier sa sécurité au courage et aux finances des autres. C'est pour ça que la défense des pays européens a été sous-dimensionnée. Nous devons noter que grâce au général de Gaulle, nous, Français, nous avons compris que nous devions être capables nous-mêmes de nous défendre. Et le président Macron a eu parfaitement raison il y a quelques jours de dire « Notre sécurité ne doit pas dépendre de l'électeur américain ». Quelle est la différence entre les États-Unis d'aujourd'hui et les États-Unis de la guerre froide? On a eu, pendant toute la guerre froide, une espèce de colonne vertébrale de la politique étrangère qui était la défense contre le pacte de Varsovie, contre l'Union soviétique. Et donc, que vous ayez un président
démocrate ou républicain, il y avait une ligne. Et cette ligne-là, nous la connaissions, nous savions quelle serait la réponse des Américains. Mais cette ligne-là n'existe plus. Quand vous êtes Biden, vous dites je défends l'Europe, mais peut-être un peu. Quand vous êtes Trump, je la défends plus. Donc il est temps que nous trouvions notre autonomie opérationnelle. Je parle même pas d'autonomie stratégique, mais il faut que nous soyons capables de nous défendre. Mais c'est quand même un beau pied de nez de l'histoire de voir que le territoire où les grands empires ont été faits, britanniques et français, est aujourd'hui aux mains des empires et qu'on est totalement désarmé ou désorganisé. Mais vous avez raison. Vous savez, l'histoire a des flux et des reflux. Et aujourd'hui, il est clair que les empires d'avant, on a eu l'empire portugais, l'empire espagnol qui sont tombés. Après, on a eu l'empire turc qui est tombé, l'empire anglais, etc. Et donc, on a d'autres grands gendarmes du monde, la Chine, l'Inde, les États-Unis. Et effectivement, il faut absolument réorganiser ce monde dans lequel nous vivons. On parle de l'émergence du Sud global, avec un ressentiment croissant contre l'Occident. Nous devons le prendre en compte. Mais surtout, ce que nous devons prendre en compte, c'est que l'Europe nous a protégés de ce que le président Macron, reprenant une expression connue, appelle le tragique de l'histoire. Pendant 80 ans, de 1949 à 2024, nous avons pensé que la guerre n'était plus notre affaire. Nous changeons de paradigme, et si nous voulons être prêts à cette guerre qui revient à ce monde, qui revient à la vérité, c'est-à-dire que le monde est toujours un rapport de force et un rapport de volonté, nous devons nous y préparer. Désormais, notre liberté, il faudra la défendre nous-mêmes. L'Amérique nous lâchera, forcément, parce que c'est dans les tendances de l'histoire du monde, c'est Obama qui disait « Je suis le premier président du Pacifique » et qui organise le pivot vers l'Asie, on le sait. Nous devons nous prendre en compte nous-mêmes. Merci beaucoup, Général, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet ô combien difficile qu'est l'Ukraine, avec cette perspective de guerre qui n'est pas vraiment rassurante. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent à 13h Sébastien Soulet, le policier qui a inspiré le film Bac Nord. On parlait de la BAC il y a un instant. Et lui va nous raconter sa descente aux enfers entre super flics à détenus en prison. Une histoire passionnante. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.